Alors, je vais d'abord revenir sur d'où vient ChatGPT. Hein. Donc, ça vient d'une société qui s'appelle OpenAI et qui a créé un modèle qui s'appelle GPT-3 d'abord, en 2020. Alors, OpenAI, c'est une société qui a été créée en 2015 avec 100 millions de dollars. Et elle a été fondée par des champions de la tech, on va dire, comme Elon Musk, Sam Altman, on retrouve Amazon Web Services. Et ils ont mis 100 millions de dollars donc, pour créer une société pour faire l'intelligence artificielle. Elon Musk, il a quitté OpenAI en 2018. Et ils ont dit d'abord, une première approche pour faire l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir discuter avec la machine en langage naturel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire discuter naturellement avec la machine. Et ils ont décidé de se lancer dans les modèles de langage. Donc GPT d'abord, GPT-2 et puis le 3. Aujourd'hui, on estime que OpenAI est valorisé à 29 milliards de dollars. Et certains prédisent 1000 milliards en 2030. Donc, pour entraîner, on a parlé beaucoup des données. Hein. Isabelle, tu as parlé des données pour entraîner ces IA. Et ben là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'il a fallu des données pour entraîner cette intelligence artificielle à reconnaître notre langage, etc. Et ça a été entraîné sur des données massives. Alors, les données massives en texte, ce n'est pas les mêmes qu'en vidéo. C'est-à-dire qu'ici, c'est 500 gigas de texte, 500 gigaoctets. Hein. Aujourd'hui, on a tous dans nos ordinateurs au moins 500 gigas de disque dur ou 1 Tera. Donc, ça ne nous semble pas si massif que ça. Mais pour le texte, 500 gigas, c'est énorme. C'est-à-dire que si on imprimait un roman de 500 gigas de texte, il ferait 100 km de haut. D'accord? Donc, ça fait un sacré roman. Et après, toutes ces données, il faut les entraîner. Il faut entraîner l'algorithme et sur des supercalculateurs, ce qui était le cas ici. Donc pour GPT-3, ça a coûté entre 5 et 10 millions de dollars que l'entraînement sur le supercalculateur. Et pour GPT-4, ils évaluent à 100 millions de dollars le coût d'entraînement. Sachant que plus de 50% du coût des supercalculateurs, c'est que le coût en énergie. Donc c'est pas anodin aussi l'impact carbone de l'intelligence artificielle. Alors comment il a entraîné ce modèle? Eh ben, on va présenter des mots. Alors ici, je n'ai pas mis 500 gigas de texte, hein, j'ai mis le chat et roux, il y a 4 mots. Ça sera plus simple pour expliquer tout ça. Mais sur le principe, c'est exactement pareil. Et comment une machine, les mots, ça dit rien. Les machines, il faut des chiffres, hein, ça reconnaît les chiffres. Donc on va numéroter ces mots, le chat et roux, et on va dire le c'est 0, chat c'est 1, et c'est 2, et roux c'est 3. Donc là, on a donné un nombre à chaque mot, et on a bien converti des mots en nombres. On peut aller plus loin, on peut transformer ces mots en vecteurs unitaires. C'est ce qu'il y a dessous, la proposition 2. Et donc on va transformer les mots en vecteurs. Donc ils ont un nombre unique et en plus, on va leur assigner 1 quand ça correspond à leur mot dans un tableau et 0 sur tous les autres. Dans le cas de GPT-3, il y a 55 000 mots ou tokens différents. Donc dans les mots, il y a toutes les conjugaisons, les noms propres, les noms communs, etc. Tous les mots, point à la ligne aussi, virgule. On retrouve tout ça. Et donc, par exemple, si on va sur le tokenizer, ici, si tu peux. Donc ça, c'est un outil d'OpenAI. Hein. Donc j'ai écrit le chat et roux. Donc on voit que dessous, c'est découpé en mots. Ça dit qu'il y a 5 tokens. Donc il y a des mots, ils sont découpés en plusieurs tokens. Mais en gros, on va rester sur des mots. Et si je vais sur Token ID, voilà. Là, on a 293. 8537, 1556. Donc chaque token correspond à un chiffre. Et si je dis, si j'écris le bateau, par exemple, bateau, eh ben on retrouve d'autres tokens. Et le, c'est toujours 293. Voilà. Donc ça sera éternellement 293. Le. Merci. Donc voilà. Donc on a transformé nos mots en vecteurs et maintenant, on peut faire tous les calculs possibles et on peut faire l'entraînement. Donc comment entraîner notre intelligence artificielle, qui ici est un réseau de neurones artificiels, qui a une architecture particulière? Eh bien, aléatoirement, le système, il va prendre des phrases, il va enlever des mots, et à partir des mots de la phrase, il va essayer de découvrir quel est le bon mot. Donc dans l'exemple ici, le chat est roux, on va dire il masque roux, donc le chat est. On sait que c'est roux, enfin voilà, mais il va essayer de deviner le mot. Donc il va tester le, il va tester chat, il va tester et, c'est pas bon, pas bon. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, à chaque fois la machine elle va se corriger quand c'est pas le bon mot. Et quand c'est le bon mot, on va garder les paramètres, on va dire ok, bon, c'est un entraînement. Et on fait ça pendant 6 semaines sur 500 gigas de texte, d'accord, sur des supercalculateurs. Et on fait tourner, et le système il apprend après à prédire les mots dans une phrase. Donc cette fois, on a des mots qui sont représentés par des vecteurs. On voit pas bien, c'est pas grave.
Ah oui, on parlait des dimensions, donc j'ai représenté, donc il y a 2 dimensions là, mais en fait, chaque vecteur mot, il est sur 12 288 dimensions. C'est-à-dire qu'une fois l'entraînement fait, chaque mot, il y a 12 288 nombres pour le caractériser. D'accord? On est sur des espaces très grands. Après, on ajoute en même temps que l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. C'est-à-dire que si je prends un interprète ou un traducteur, je lui demande comment on dit avocat en anglais, et il va dire bah, ça dépend du contexte. Soit c'est avocado, c'est le légume, soit c'est lawyer, c'est le juriste. Et ben là, c'est pareil. En fait, dans la phrase, les mots ils vont être regardés par le système pour regarder le champ lexical autour et pour savoir si c'est un lawyer ou si c'est un avocado pour la traduction. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. On tient compte du contexte. Donc GPT-3, le modèle derrière ChatGPT, on a un modèle de génération de mots qui prend une série de mots en entrée et il ajoute un mot qui remet en entrée pour rajouter un mot, etc. Et à chaque fois, on va rajouter un mot. Donc on peut le voir sur le playground, ici. Si par exemple je tape écrit une histoire commençant par, on va rester sur le même thème, le chat est roux. D'accord? 3 petits points pour le faire comprendre. On fait submit. C'est bon. Donc le modèle de langage, il écrit une histoire. Voilà, le chat est roux, ses poils sont d'une teinte flamboyante, etc. Et là, sur cette vue, si je clique sur le mot ou le token, on voit que il y avait 3,53% de probabilité qu'ils choisissent ce mot. Il y avait des mots qui étaient plus probables. Il y avait 1 à 36%, etc. Et pour créer de la variabilité dans ce qui est généré par le modèle de langage, il y a les cloches. Pour créer de la variabilité dans le modèle de langage, en fait, il va choisir aléatoirement un des mots les plus probables, un top 5, un top 10, etc. Et rapidement, en fait, vu que statistiquement, enfin, au niveau des probabilités, il choisit, voilà, là c'est le deuxième mot qui est choisi. Il voulait brillant, son, etc. Donc ça choisit au niveau probabilité. Passer. Merci. Donc, maintenant, il faut transformer ce modèle de langage en chatbot. Donc, comment on fait? Il y a des humains qui ont, avec ce modèle de langage, qui ont appris que quand on pose une telle question, il faut répondre de telle manière. C'est-à-dire, il y a 40 annotateurs, ça s'appelle, c'est des êtres humains. Ils ont dit, par exemple, qu'est-ce que la fusion nucléaire? Et eux, ils répondaient, on a cherché sur Wikipédia en disant, etc., en disant qu'il faut répondre poliment, etc., comme un chatbot. Ils ont entraîné ce qu'on appelle une instruction model comme ça, et après, ils l'ont fait tourner tout seul, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que le système était capable de s'évaluer lui-même si une réponse a été pertinente ou pas. Ils ont fait tourner ça, et après, ça a donné le chatbot. Donc, de quelle manière on va répondre à des questions, etc. Donc, en conclusion, ChatGPT, c'est pas intelligent au sens intelligence humaine pour nous, car il ajoute un mot qui est plus probable statistiquement. Voilà, dans un top. Et selon le contexte, il n'a pas conscience du sens global de ce qu'il écrit. C'est pour ça qu'il peut partir dans les hallucinations, etc. Donc si j'écris « je suis sorti à 9 h du matin pour aller », il va sûrement compléter pour aller travailler, parce que au niveau probabilité, c'est ce qui semble le plus logique. Alors maintenant, on va parler du prompt. Donc le prompt, c'est comment on va parler à la machine et l'importance de ce prompt. C'est-à-dire que nous, on va parler en langage naturel, on va dire bonjour, écris un texte, écris un poème, écris un article, ou alors que sais-tu sur ça, etc. Mais il y a la manière de poser la question et la manière d'orienter. Donc déjà, on peut fixer un rôle à ChatGPT. Ça a été montré. Quand on dit à ChatGPT, maintenant tu es un romancier pour écrire un texte, maintenant tu es un journaliste, maintenant tu es expert en mécanique ou en physique quantique, etc., il donne les meilleures réponses que si on le laisse comme ça. Si on demande directement, j'aimerais avoir un article sur la physique quantique. Si on me dit tu es un expert en physique quantique, écris quelque chose, il sera meilleur. Il faut fixer un contexte et contrôler la source. On va voir, c'est très important de contrôler la source. On peut choisir le ton à employer. On peut dire c'est formel, c'est gai, c'est joyeux, c'est triste, etc. On peut choisir la forme de la réponse. Si on veut que ce soit sous forme d'un tweet, un article, sous forme de tableau ou même de fichier JSON pour les informaticiens. Ce qui marche bien aussi, c'est décomposer un problème complexe en étapes. C'est-à-dire, au lieu de demander directement
un calcul ou ce genre de choses, on lui dit, en mettant 10 étapes, 3 étapes, 4 étapes, de décrire, et il arrive à la conclusion plus souvent et plus facilement que si on lui demande la question, si on lui pose la question directement. On peut donner des exemples de réponses dans la question. C'est-à-dire, on peut dire, j'ai un mail formel à écrire à la mairie, par exemple. Tu peux t'inspirer de ce type de mail, un mail qui a été envoyé avant, etc. Et il va créer le mail qu'on lui a demandé, mais selon le format qu'on lui aura présenté. Ça va l'aiguiller dans sa génération. Et après, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle API, où là, on va commander directement le moteur avec des choses qu'on peut cacher à l'utilisateur. Donc, un petit exemple. Alors, je ne sais pas si certains se rappellent ici de L'Homme du Picardie, une série des années fin 60. Même moi, je suis trop jeune pour l'avoir connu. Il y a eu des rediffusions. Ça n'a pas laissé un souvenir mémorable. C'était quelqu'un sur sa péniche qui, voilà, il avait des aventures avec sa famille. C'était pas très palpitant. Donc là, je demande à ChatGPT, je dis écris un article sur L'Homme du Picardie. Et là, il part dans ce qu'on appelle. Alors là, on est vraiment dans l'hallucination, c'est-à-dire que il met un titre à la découverte de l'homme du Picardie, un héritage culturel énigmatique. Donc déjà, c'est bizarre comme titre. Et ça dit que l'homme du Picardie, en gros, ça explique que c'est un homme préhistorique qui vivait il y a 200 000 ans dans la Picardie, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a demandé. C'est une hallucination totale. Il n'y a pas d'homme du Picardie pour les paléontologues, etc. Ils disent que c'est archéologique aussi, alors 200 000 ans avant notre ère. Enfin, on est en plein délire. Donc c'est un personnage énigmatique dont l'existence remonte à plus de 200 000 ans. Voilà. Donc on est dans l'hallucination pure et dure. Donc ça, c'est faux. Pour Frédéric. Par contre, si on lui dit « Explique-moi la série L'Homme du Picardie », donc là, on oriente déjà un peu plus, et il va nous expliquer que L'Homme du Picardie, c'est une série télévisée française qui a été diffusée pour la première fois en 1968. Ça, c'est vrai. Tout le reste, c'est faux. C'est-à-dire, cette série n'a pas été créée par Jacques Hertaut, elle n'a pas été diffusée en noir et blanc. La série, elle se déroule dans la région de la Picardie, pas du tout, c'est en Seine-et-Marne, dans le nord de la France, et ça raconte l'histoire d'un marin pêcheur. Enfin, rien à voir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'histoire. Ça parle même de. J'ai une version où Belmondo était acteur dedans, etc. Donc là, il raconte une série. Si on connaît pas la série, si on connaît rien, on vous demande par exemple un devoir sur l'homme du Picardie, je sais pas. Un professeur un peu vicieux, et ben on va sur ChatGPT, on dit écris mon devoir sur l'homme du Picardie, il fait un beau devoir, hein, les phrases elles sont parfaites, le vocabulaire, l'orthographe, c'est tout faux, voilà, c'est magnifique. Donc il faut faire attention. Par contre, ce que j'ai fait, alors c'est un peu petit, je suis désolé, on peut orienter le prompt totalement, c'est-à-dire un peu embêté. Ah, merci. Alors, sur le prompt, on va lui dire « Tu vas jouer le rôle d'un expert des séries françaises du XXe siècle pour écrire un article sur la série L'Homme du Picardie. Pour rédiger cet article qui aura comme fond la tranquillité de la vie en France à la fin des années 60, tu utiliseras un style un peu moqueur à cause du décalage entre la lenteur de la série, qui était très lente, et les standards modernes. Pour rédiger cet article, tu utiliseras la source suivante, entre guillemets, et uniquement cette source. » Et là, on met l'article Wikipédia. C'est-à-dire que je suis allé sur Wikipédia. Donc j'ai mis ce qui est écrit, et après j'ai fait copier-coller de Wikipédia, d'accord? Et donc il va utiliser comme source l'article de Wikipédia que j'ai même pas lu, pour faire le résumé. Et après le résultat, voilà, le résultat il est à droite, et là ça écrit L'Homme du Picardie, donc ça a mis les années 60 en France, une époque de tranquillité et de calme, où le temps semblait s'écouler au rythme d'une péniche glissant paresseusement sur les canaux. Donc fait son style, c'est un peu l'ode à la lenteur, voilà, etc. Toutes les infos qu'il y a dedans, elles sont vraies. Il y a même des citations. Quand il dit les joies et les peines d'une famille française, qui est entre guillemets, ça revient directement de l'article de Wikipédia qui dit que ça explique les joies et les peines d'une famille française. C'est-à-dire que là, il a pris la source, il a pris les informations, il a tout digéré. Il a même compris qu'il y a eu 40 épisodes de 13 minutes et que ça a été reformaté en épisode de 40 minutes quelques années après pour faire des plus longs formats. Tout ça, c'est dans l'article. Alors, il est beaucoup plus long que ça. Et ça a écrit un article où tout ce qui est dedans est rigoureusement vrai, avec un style un peu moqueur, un peu original, sur l'homme du Picardie. Donc, on est passé de quelque chose qui était totalement faux, l'homme préhistorique, après un article faux sur la série, à quelque chose qui est pertinent, avec un style, un titre, etc. Alors, après, on peut aller plus loin. On dit, tu es maintenant
Expert en réseaux sociaux, tu vas faire la promotion de cet article dans un tweet accrocheur pour donner envie aux gens d'aller lire l'article. Le lien de l'article sera Homme du Picardie, voilà, j'ai inventé un lien. Et tu ajouteras les hashtags, etc. Et ceux que tu estimeras utiles. C'est-à-dire, j'ai dit, tu peux rajouter des hashtags. Et là, il crée donc un tweet dessous où il met « Découvrez le charme hypnotique de la France des années 60 à travers les canaux de la lenteur exquise de l'Homme du Picardie. Embarquez dans notre voyage rétro sur le lien. Et une péniche, une famille et une dose d'humour. » Donc pareil, donc, on peut lui demander d'aller plus loin. Enfin, juste une dernière chose, le prompt c'est aussi utile pour les IA génératives en images. Alors je vais faire très rapide, là je ne peux pas faire en live parce que c'est un peu plus long à générer des images. Mais à gauche j'ai demandé au motorbike, donc juste une moto à l'IA générative, donc c'est Stable Diffusion XL dans ce cas-là. Et sur l'autre, j'ai demandé, vous voyez, il y a un prompt positif, c'est-à-dire c'est ce que je veux, avec énormément de détails, le film, le style de photo, le coucher de soleil, etc. Et il y a même un positif prompt. Donc un positif prompt, c'est ce qu'on veut, et un négatif prompt, c'est ce qu'on ne veut pas dans l'image. Donc on met tout ça et on voit la différence entre les deux images. Merci.